Parfait. Bah, écoutez, merci Julie, merci à l'Alliance. En effet, on se connaît depuis longtemps, à la fois avec Julie et puis avec l'Alliance. Donc, quand Julie et Sherazade m'ont proposé ce thème, en fait, je me suis dit que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que finalement, on connaît pas. Enfin, vous connaissez pas peut-être quand vous n'êtes pas investisseur les process, les leviers de décision pour investir. Donc, j'ai décidé de jouer le jeu et d'essayer de me poser la question de comment est-ce que moi je fonctionne. Donc, premier disclaimer, c'est moi, Catherine Wool, qui parle, et donc ça ne vaut pas pour tous les investisseurs du monde et de la Terre. Donc évidemment, j'essaie d'être transparente et honnête avec moi-même sur la façon dont je fonctionnais. Je pense que chez Carista, on est pas mal à fonctionner comme ça, mais quand même. Hein, donc attention, c'est pas une règle générale. Et peut-être autre disclaimer, nous on investit dans des sociétés jeunes, en early stage, donc amorçage, série A. Et ça a sûrement un impact sur la façon dont on adresse les sujets, les projets, les entreprises, les équipes, puisque finalement, c'est des sociétés très jeunes. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à instruire et à auditer au démarrage, donc ça a forcément un impact. Bon, le disclaimer étant passé, j'ai prévu de parler un tout petit peu de Carista quand même. Enfin, si ça veut passer, hein. Hop là, donc en 3 mots. Donc c'est une société de gestion qui est active depuis plus de 20 ans en France essentiellement et plus récemment en Europe de l'Ouest. On investit, comme je l'ai dit, principalement dans des sociétés très jeunes en amorçage et en série A. On est 14 aujourd'hui dans l'équipe. On a un peu plus de 230 millions d'euros sous gestion dans différents fonds. Et on investit dans la santé, évidemment, ce qui fait que je suis avec vous ce soir, mais aussi dans le digital et ce qu'on appelle la deep tech. Et tout récemment, on a lancé un fonds dans le New Space. Donc dans les sociétés qu'on a financées, peut-être qui sont un petit peu connues, on a des entreprises comme DBV Technologies, Nanobiotics, Eritech, Ecosense et plus récemment Acticor, Autitium, pour vous donner des exemples. Donc c'est des entreprises soit biotech, biopharma, soit medtech. Et puis le dernier fonds qu'on est en train de déployer, c'est un fonds qui est dédié à la santé digitale, donc tout ce qui est intelligence artificielle, numérique en santé, etc. Pour un peu poser le contexte, j'ai voulu partager avec vous ce slide qui est issu de notre reporting vers nos LPs, qui montre un peu l'activité de la société de gestion Carista en 2021. Donc on a reçu plus de 2200 dossiers. On est 6 investisseurs, on était 6 investisseurs l'année dernière chez Carista. Je pense que sur les 2200 dossiers, on a dû en voir la moitié, tous ensemble. Et puis on a passé du temps plus lourdement, on va dire, sur 200 ou 300 d'entre eux. Et finalement, on a réalisé 8 nouveaux investissements. Donc il y a un taux de chute qui est assez important. Donc si vous voyez, il y a 21 deals. Donc dans les 21 deals, il y a 8 nouveaux investissements. C'est-à-dire que les 13 autres deals, ce sont des refinancements ou des IPO ou des cessions. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on reçoit beaucoup de dossiers. Donc ça, vous le saviez, vous avez les chiffres sous les yeux. Donc on passe notre temps à dire non, ça c'est très clair. Et le premier investissement, finalement, c'est qu'une étape, même si aujourd'hui, on va pas mal parler de ça, et souvent, on cristallise beaucoup les discussions autour du premier investissement. En fait, c'est qu'une étape, à la fois dans la vie de l'entreprise et dans la relation avec l'investisseur. Et derrière, il y a au moins les refinancements puis les sorties. La question qu'on peut se poser ce soir, est-ce que le cerveau ou le cœur, comment ça fonctionne sur le premier investissement, et puis peut-être sur les refinancements derrière, et est-ce que c'est bien tout le temps la même chose, la même règle, si tant est qu'il y en ait. Donc ça, c'était un peu pour contextualiser. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que ça se passe avant finalement la première rencontre avec l'équipe d'une entreprise, avec la première présentation d'un projet. Donc évidemment, des fois, on a des coups de cœur, ça arrive assez fréquemment d'ailleurs sur un projet ou sur une équipe. Et on a aussi des a priori, très clairement, positifs ou négatifs. Alors, on est parfois aveuglé par le fait que l'équipe qu'on va rencontrer, même quand on a reçu que le deck, a déjà réalisé, a déjà créé une start-up, l'a revendue, ce qu'on appelle des serial entrepreneurs, qu'ils ont déjà fait le chemin, le cycle complet une ou plusieurs fois,
Donc, c'est les équipes que les investisseurs préfèrent entre toutes, parce qu'elles savent faire, elles ont déjà démontré, elles ont un track record, etc. Et donc, des fois, on est hyper enthousiaste avant même d'avoir vu le dossier, juste parce que cette historique existe. Et on peut aussi être intéressé en avance de phase sur un dossier parce que c'est un thème ou un marché qu'on aime bien. On l'aime bien parce qu'on a fait des investissements avant dans le même secteur, dans le même marché, ça a bien marché, donc on se dit ça va peut-être se reproduire, hein. Typiquement l'oncologie, nous on a fait 2 deals qui ont bien fonctionné, donc c'est un sujet en plus qui est assez porteur, mais qu'on aime bien re-regarder. Et puis il y a aussi des fois des projets qu'on a vu passer, qu'on n'a pas pu faire, mais on trouvait que c'était très bien. Et donc, quand on en voit d'autres arriver sur les mêmes thèmes, on se dit, ah là, bon, c'est peut-être ma chance cette fois-ci. Donc, on est bien orienté, on va dire. Et puis, d'autres fois, c'est moins le cas. Donc, on peut être influencé négativement avant même d'avoir l'opportunité de rencontrer les gens. Le plus souvent, c'est la façon dont le dossier nous est arrivé. C'est la personne qui l'a recommandé, l'image, la notoriété de l'équipe, si jamais on en a entendu parler avant, d'une manière ou d'une autre. Ce qui peut aussi nous influencer négativement, à l'inverse de ce que je viens de dire sur le positif, c'est quand on s'est planté sur un secteur similaire ou sur un projet qui ressemble beaucoup. Donc là, on est un petit peu fébrile, on va dire, avant même d'avoir ouvert le dossier. Et puis, une autre chose qui peut nous influencer, c'est si on a investi dans une entreprise qui a, par exemple, un modèle économique très particulier et qui est un peu orthogonal à tout ce qu'on peut voir sur un secteur. Mais finalement, quand on voit les autres dossiers, on se dit on a tellement pris le parti de la société qu'on a financée qu'on a du mal à adhérer à un autre modèle. Donc, je donne un exemple un peu pour imager. Donc, nous, on investit dans une société qui s'appelle Incepto Medical, qui est une plateforme de production et de distribution d'app d'intelligence artificielle en imagerie. C'est vraiment une approche plateforme qu'ils ont depuis le démarrage, depuis plus de 3 ans. Et du coup, on a décidé d'investir dans cette société. Donc, toutes les sociétés qui viennent avec des approches verticales d'IA en imagerie, on a beaucoup de mal, quelle que soit la qualité du projet ou du produit, à adhérer à la stratégie. Donc, voilà, et ça, c'est avant d'avoir vu, en fait. Hein. On a entendu parler, on a reçu le deck, éventuellement on l'a parcouru et on n'a pas vu les gens. Bon, si on fait ce métier, c'est quand même qu'on est d'abord et avant tout curieux. Curieux d'innovation, curieux de nouveauté, curieux de rencontrer des gens formidables qu'on voit et qui nous entourent tous les jours, les inventeurs, des fondateurs, des managers, etc. Donc, souvent quand même. Et parce qu'on sait que l'humain est primordial dans notre métier, on a envie quand même de les rencontrer, même 30 minutes, même 1 heure, pour voir un peu ce que le dossier a dans le ventre, si je puis dire. Et c'est pour ça finalement, on voit quand même beaucoup, en tout cas nous, chez Carista, beaucoup de dossiers, plus de 50% des dossiers qu'on reçoit, on les rencontre en visio ou en physique. Maintenant, c'est possible aussi en visio. Ce qui est quand même pas mal. Alors, pardon pour ces magnifiques graphes que j'ai élaborés. Donc l'idée, c'est finalement au moment du premier meeting, on a décidé de rencontrer les gens et on est dans un certain état d'esprit par tout ce que je vous ai dit avant, ce que l'on sait du dossier. C'est très rare qu'on ne sache rien d'un dossier en fait au moment où on va le rencontrer. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. En général, on a un mini brief. On a parcouru le deck ou on a lu longuement le deck, c'est possible aussi. On a été briefé par quelqu'un qui l'a vu et qui finalement vous transmet un certain nombre d'informations et son premier sentiment à lui sur le dossier. Et puis on a eu des expériences antérieures, malheureuses ou heureuses. Et voilà. Donc on a quand même un certain état d'esprit. Et j'ai envie de dire, plus on a d'expérience dans le métier, ce qui commence à être un peu mon cas malheureusement, et plus on a d'a priori. C'est comme ça. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est assez vrai, je le reconnais. Mais par contre, on le sait. Donc on se méfie de ça. Et on essaie de rationaliser cet a priori. Et donc, ces magnifiques courbes pour dire quoi? En fait, soit on arrive dans le meeting avec un a priori positif sur le sujet, et à peu près dans
80% des cas, moi, je suis déçue. Alors, je suis plus ou moins déçue, mais je suis un peu déçue quand même par le premier meeting parce que je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas quoi, plus shiny, à des équipes plus dynamiques, enfin, j'en sais rien, enfin, ça peut être 1000 choses. Et donc après, faut remonter la pente de la conviction, c'est ça. Et donc soit on y arrive au fil des deal et on fait l'investissement, soit on n'y arrive pas, il n'y a pas d'investissement. Donc c'est ça que ça veut dire, hein, c'est grave. Et à l'inverse, si on arrive dans un meeting avec un a priori négatif, bon, si c'est trop négatif, on fait pas le meeting quand même, hein, mais bon, admettons que des fois on fait quand même des choses où on se dit qu'on n'est pas très convaincu quand on arrive dans la réunion. Et force est de constater qu'encore une fois, en ce qui me concerne, souvent, on se dit « Ah, mais en fait, c'est pas si mal ». Voilà, donc une fois qu'on a dit « Ah, mais en fait, c'est pas si mal », c'est pas pour ça qu'on a fait l'investissement, hein. Il y a un long parcours de conviction et de confiance à créer, mais quand même. Et du coup, on va réussir à répondre aux questions qu'on avait dans les a priori, confirmer tel ou tel sentiment, et puis petit à petit basculer vers l'investissement ou pas. Alors, les courbes, elles sont volontairement pas linéaires parce qu'en fait, dans le process derrière, hein, d'instruction ou de due deal, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on se réchauffe sur un dossier, puis d'autres moments où on se refroidit. Mais voilà, alors je sens que vous allez me poser une question, c'est il vaut mieux être avec un a priori positif ou avec un a priori négatif pour être sûr de faire l'investissement. En fait, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de statistiques sur ça, j'ai pas, j'avoue, pas fait le travail. Mais de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix, ça va être dans un cas ou dans un autre. Alors, il y a aussi un certain nombre de cas, je vous le cache pas, où en sortie d'un rendez-vous, on est juste dans l'expectative de mieux comprendre ce que fait le projet et ce que veut faire l'équipe, et donc on a juste besoin de quelques rendez-vous de plus pour se positionner. Donc une fois que cette espèce de première découverte a eu lieu, notre seul objectif en tant qu'équipe d'investissement, c'est d'essayer de renforcer ou de démentir ce premier sentiment avec l'instruction du dossier. Et en fait, notre premier pari, c'est de décider à l'issue de ce premier meeting de passer ou pas plus de temps sur le dossier. C'est notre première étape d'investissement. Finalement, on investit notre temps plutôt que dans un autre dossier. Et des fois, on peut faire des erreurs, hein, sur ce plan-là, à l'issue du premier meeting. C'est pour ça que souvent les gens vous disent la première rencontre, c'est très important, c'est là que tout se joue. Bon. Alors c'est vrai et pas vrai. Je pense que c'est important en effet parce que on n'a qu'une seule fois l'occasion de te donner une bonne première impression, ça c'est sûr. Mais bon, on est quand même, ce qui nous concerne, les investisseurs qui avons envie de creuser les choses et de comprendre ce que nous proposent les gens. Donc en général, on ne réagit pas non plus que sur un premier coup de tête. Ou alors c'est que ça s'est vraiment mal passé. Ça arrive aussi, hein. Je vous le cache pas. Donc on décide d'investir du temps sur un premier dossier. Et on espère qu'on se concentre sur les meilleurs, voilà. Et là, on rentre dans un process plus cadré, un peu plus rationnel et qui peut prendre un certain temps. On parle de semaines, on parle de mois, on peut même parler d'années. Avec comme objectif, clairement, c'est finalement d'établir une relation de confiance avec l'équipe qui nous présente le sujet et de voir comment cette relation évolue. Donc le cerveau, bon, c'est un irrationnel besoin de rationaliser. En plus, je pense que chez les Français, c'est particulièrement vrai, mais c'est vrai que comme on sait que la première partie, elle est quand même très liée à des sentiments positifs, négatifs, la rencontre avec l'équipe, un fit humain, etc. On essaie de rationaliser notre première impression. Et donc là, on peut rentrer dans des due deals, pour ceux qui les ont vécus, qui peuvent être assez longues, qui peuvent être assez détaillées, où une fois qu'on a reçu le deck, on essaie de prendre des références, de confirmer ou pas le marché, la partie innovante, la différenciation, le positionnement. Parfois, on va même jusqu'à faire des audits RH. Bon. Nous, on le fait pas trop, mais ça nous est arrivé quand même. C'est vrai qu'en général, quand on fait des audits RH, c'est qu'on a un peu des doutes sur la capacité du management à faire ce qu'il a dit qu'il voulait faire. Donc, c'est pas très bon signe, mais bon.
On fait aussi des veilles sectorielles. Donc, une façon de rationaliser un peu, c'est quand on a identifié qu'un secteur nous intéressait pour investir, on voit un peu toutes les sociétés du secteur et on espère prendre la décision d'investissement pour la meilleure d'entre elles, mais en tout cas, on les compare, voilà. On s'appuie sur des études de marché quand il y en a. Alors, je précise quand il y en a parce que quand on est en site, des fois, les marchés sont tellement émergents qu'il n'y a pas d'études de marché. Bref, on essaie d'avoir une approche un peu systématique en cochant toutes les cases, évidemment, propriété intellectuelle, réglementaire, clinique, sciences, bref, tout ce que vous connaissez. Une grosse partie du travail, c'est aussi de challenger le business plan. Donc là, il y a de quoi faire, hein. Les business plans sont très challengeables tout le temps, à toutes les étapes d'investissement, particulièrement en amorçage. Et donc souvent, on travaille un plan qui est, enfin, on va dire, qui est remis sur des bases peut-être plus rationnelles, là aussi, quand on parle de vente, etc., avec le management pour se mettre d'accord finalement sur des objectifs qui nous sembleraient un peu atteignables. Une fois qu'on a avancé dans ces... pour le moment, je parle quand même essentiellement d'instructions et de due diligence qui sont pas payantes, enfin, qu'on fait avec nous en interne chez Carista, l'équipe de gestion qui fait ça. On peut aussi après, quand on est un peu plus loin dans le process, faire appel à des experts divers et variés, techniques, réglementaires, en propriété intellectuelle pour valider tel ou tel sujet. Et donc là, on passe dans des due deals payantes. Mais ce que je veux dire, dans cette étape-là, on est clairement sur quelque chose qui essaie de rationaliser un process, une conviction qui se forge. Et la difficulté, c'est que plus on avance dans le travail avec l'équipe de l'entreprise et finalement plus le lien se crée, et plus on a de mal ensuite à couper ce lien et à dire non, mais en fait, les due deals que j'ai réalisés montrent que le marché n'est pas assez gros, je sais pas quoi, l'internationalisation, c'est compliqué, bref, plein de sujets, plein de raisons de ne pas faire. Hein. Et du coup, plus on passe du temps avec l'équipe et plus c'est difficile de dire non à la fin. Donc, c'est un des risques de notre métier, c'est d'avoir un premier sentiment, d'essayer de le confirmer ou de l'infirmer, et finalement, en essayant d'avancer, en rationalisant l'approche, on passe du temps avec les équipes, et peut-être que l'irrationnel reste quand même très présent, et le lien de confiance se crée. Et donc, des fois, on s'auto-convainc, sans se le dire, hein, évidemment, mais que c'est un bon dossier, quoi, parce que voilà, ça fait 6 mois qu'on est dessus, qu'on a envie de faire un deal, on a peut-être des objectifs par rapport à ça, etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et donc c'est pas si facile de rester entre guillemets froid. Il y a d'ailleurs certains fonds, je crois qu'Elaya en est un, qui ont développé des algorithmes de décision, enfin, ou d'aide à la décision pour l'investissement, pour essayer de valider leurs critères de choix, et pour les premiers financements et pour les réinvestissements, ils utilisent cet algo pour valider leurs décisions, quoi. Nous, on n'en a pas, mais bon, peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse un. Alors, ces décisions d'investissement, on les fait quand même dans un environnement contraint. Ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas comment vous voyez les investisseurs, mais peut-être un cliché un peu répandu, c'est ils ont un monceau d'argent, ils passent leur temps à dire non, ou voire même ils répondent pas, ce qui peut arriver, c'est bien, c'est vrai. Et voilà, c'est un peu des gens pas très sympas. Donc le fait est que nous, on a une contrainte particulière en tant qu'investisseur en capital risque, c'est qu'il faut qu'on investisse dans des sociétés qui sont susceptibles de rendre juste avec, si elles réussissent, quasiment tout le fonds. Parce que quand on va en faire 15 ou 20 d'entreprises, qu'on va financer 15 ou 20 sociétés, il y en a, on va dire, 30% qui vont aller, entre 20 et 30% qui vont aller très très mal, donc on va rien récupérer, et puis quelques-unes qui vont très bien performer, et puis le reste, ça va varier entre 0,5 et 1 fois, donc en fait c'est pas avec ça qu'on va rendre le fonds. Donc on est obligé de miser sur des sociétés qui sont à très fort potentiel, et ça c'est des entreprises qui sont très particulières. C'est pas le cas de toutes les entreprises. On peut faire une très bonne, ce qu'on appelle nous une bonne petite boîte, mais c'est pas pour ça que ça relève du capital risque, ou en tout cas on n'arrive pas à se convaincre qu'elle a le potentiel suffisant pour faire un multiple fort.
Comme on rentre en amorçage, on prend beaucoup de risques. Donc il y a un taux de chute qui est important, plus important que quand on investit plus tard. Et donc, du coup, le potentiel doit être équivalent pour remplacer les sociétés qui auront échoué. On doit aussi construire ce qu'on appelle un portefeuille d'entreprise qui est équilibré. Donc ça veut dire quoi équilibré? Ça veut dire on ne va pas faire 15 sociétés en immuno-oncologie, par exemple. C'est probablement un peu risqué. On ne va pas faire 15 sociétés qui sont en méga early stage en discovery. On va essayer d'avoir des sociétés qui sont dans plusieurs secteurs, avec des niveaux de maturité différents, avec des business models différents pour pouvoir avoir on va dire, un patch, enfin, un ensemble de sociétés qui permettent de faire peut-être des multiples variés, mais qui, si un secteur ou un sous-secteur s'effondre, au moins on ne perd pas tout le portefeuille, quoi. Donc ça fait partie de la stratégie d'investissement, grand sujet de discussion au sein des équipes. Et puis on intervient dans un marché, on n'est pas tout seul en tant qu'investisseur, hein. D'abord, on intervient rarement seul, on investit rarement seul dans les entreprises. On intervient en syndicat. Et puis le marché évolue. Enfin, typiquement, on voit en ce moment, on est en train de vivre depuis 2 ans l'explosion de la santé digitale avec les valos, pas qu'en santé digitale d'ailleurs, mais bon, on va dire en particulier avec des valos exponentiels, avec des tours de table qui augmentent. Donc nous, c'est pas tout à fait notre pratique de base, on va dire, donc on est obligé de s'adapter, obligé de modifier nos habitudes, nos méthodes d'investissement pour quand même être toujours dans le marché et pouvoir faire des deals jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus renier totalement nos convictions et on essaie aussi d'éviter les effets bulles, ce qui est toujours évident. Et puis un fonds, finalement, c'est une poche d'argent limitée. Par exemple, notre dernier fonds, il fait 50 millions d'euros. Quand on enlève les frais de gestion, ça fait un petit peu moins d'argent à investir. Et puis, il n'y en a pas après, quoi. Donc, on doit gérer nos investissements et nos refinancements d'entreprise, tout en sachant qu'à la fin de la poche, ça s'arrête. Donc, il y a des moments où on discute entre nous de comment on refinance telle ou telle société, peut-être au détriment de telle ou telle autre. Bref, on doit faire des arbitrages, surtout quand on est en fin de fonds. Et c'est pas très facile, hein. C'est-à-dire que la société de Pierre, elle n'est pas refinancée parce que la société de Paul, à un moment donné, performe mieux, a plus avancé, s'est fait refinancer à des meilleures conditions, et donc on a plus intérêt à investir dans celle-là dont on a l'impression qu'elle va être un succès par rapport à l'autre. Donc vous imaginez, dans les équipes, c'est aussi pas très facile à gérer, hein, parce que finalement on abandonne telle société de tel directeur d'investissement au profit de tel autre. Mais pour le coup, on n'a pas d'autre choix. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Finalement, on n'a pas trouvé mieux que d'avoir des décisions collégiales. Donc, même si des fois ça peut être un peu tendu, à la fin de la fin, on prend des décisions d'investissement tous ensemble. Toute l'équipe d'investissement voit tous les dossiers au moins une fois. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord sur le deal, on ne fait pas le deal. C'est aussi expliqué par le fait que nous, équipe d'investissement, on met de l'argent personnel dans les fonds. Et donc, quand on a notre mot à dire, c'est un peu normal. Donc, voilà. Alors là, j'ai fait une tentative de pondération des critères qui sont importants dans la décision d'un premier investissement, en essayant de voir si c'est du cerveau ou du cœur. Bon. C'est pas très simple. Je le rappelle, premier investissement en seed, donc évidemment toute la partie rationnelle de due diligence qui nous prend beaucoup de temps, qui finalement prend aussi beaucoup de temps au manager parce qu'il faut répondre aux questions et fournir des documents. Vous voyez, c'est la plus faible pondération pour moi. On vérifie la techno, l'IP, on vérifie la capacité de l'équipe, son expérience, son track record, on fait des calls de référence, etc. Mais à la fin de la fin, je ne suis pas sûre que ce soit ça seulement qui permette de prendre la décision. Un critère qui me semble très important pour qu'on puisse, en tout cas pour que moi je puisse adhérer à un sujet, à un projet, c'est le potentiel qui me vend à terme, la vision à terme
de l'entrepreneur, du fondateur, de son équipe, et donc le fait qu'il soit capable de m'emmener vers quelque chose qui peut être potentiellement très gros. Le marché, le fait que c'est un sujet international, évidemment le modèle économique, c'est mieux quand on en a un quand même, et puis les exits possibles. Est-ce qu'elles sont tangibles ces exits, ou est-ce que en fait on ne sait pas vraiment qui va racheter ça, quoi. Tout en disant ça, hein, j'ai fait des sociétés où c'était pas forcément si clair, hein, donc évidemment il y a les règles et puis il y a la vraie vie. Et puis alors, vous voyez quand même que j'ai quand même pondéré maximum le fit avec l'équipe, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que sans ça, c'est impossible de prendre une décision d'investissement. J'ai essayé de trouver des critères qui me semblaient importants, mais parce que fit, c'est quand même pas très clair. Donc, je pense qu'il faut partager des valeurs avec les membres de l'équipe. Enfin, aussi une façon de se comporter, une façon d'être qui soit proche. Je pense qu'il y a l'énergie de l'équipe. On se dit que c'est une équipe qui va toujours trouver une solution plutôt qu'attendre que le train passe. Sa capacité à se remettre en question, à se repositionner, à réagir, puisqu'en fait, quand on investit en général, mais en particulier en seed, il va falloir changer peut-être 3 fois de plan. Donc, il vaut mieux savoir le faire et être capable de le faire. Et puis, savoir s'entourer de meilleurs que soi, s'entourer de gens qui seront peut-être payés plus cher que soi, etc. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être un sujet. Un autre point qui est très important, c'est la capacité des dirigeants à convaincre, la capacité à lever des fonds. C'est hyper important en fait quand on est dirigeant d'une start-up, puisqu'on passe son temps à chercher du refinancement. Donc, pour avoir vécu plusieurs fois des investissements où finalement les managers ne sont pas capables d'emporter cette adhésion-là, nous, investisseurs, on est finalement embarqués, coulés dans la barque avec eux, donc c'est très pénible. Et puis la capacité à exécuter et tout ça, c'est quelque chose qu'on estime en fait, c'est pas quelque chose qu'on sait de manière certaine au moment où on investit. Je me suis posé la même question, mais en refinancement. Donc, quand on est déjà investisseur, on a déjà fait le chèque, un premier chèque, c'est des virements maintenant, et on se pose la question de refinancer la société, potentiellement dans un nouveau syndicat. Et là, je pense que comme on a déjà passé du temps et qu'il y a eu normalement des réalisations faites, la partie entre guillemets tangible, la partie cérébrale de la chose est plus importante. On est capable de quantifier ce qui a été réalisé ou pas, comment ça a été fait, comment les équipes ont été gérées, la résilience du management, etc. Donc ça, normalement, il y a des résultats tangibles à auditer, même qu'on a potentiellement vécu en temps réel. Donc on est capable de le qualifier. Bon, le potentiel, je trouve que c'est un peu moins important. Enfin, ce qu'il faut, c'est que le potentiel qu'on avait identifié initialement, il ne se soit pas effondré, sinon on ne fait pas le refinancement, ça c'est sûr. Mais je pense que dans un refinancement, ça emporte un peu moins la décision. On peut avoir progressé sur la visibilité, sur la sortie, etc. Et puis toujours une grosse pondération sur la partie humaine et la partie finalement relation de confiance qui s'est créée avec le management. Encore plus, j'ai envie de dire, puisqu'on les a vus évoluer pendant 2-3 ans. Et la réaction, on a pu mesurer leur réaction face aux aléas qui n'ont pas manqué d'arriver, en plus ou en moins des entreprises. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a sûrement envie de soutenir de nouveau l'entreprise. Et puis je me suis quand même dit qu'il y avait un autre aspect du cœur peut-être, ou en tout cas de l'irrationnel qui rentrait en ligne de compte à ce moment-là, et c'est finalement la position de la personne qui suit la société dans sa société de gestion et sa capacité à défendre en interne le projet pour son refinancement, quelles que soient les conditions. Sa capacité à emporter la décision de nouveau de ses camarades dans l'investissement. Et ça a beaucoup d'impact si c'est un junior, si c'est un partenaire, si c'est quelqu'un qui a déjà une légitimité, un crédit dans l'équipe ou pas. C'est aussi important si cette personne-là, par exemple, elle a déjà eu 3 échecs. C'est sûr que quand elle revient demander un refinancement, c'est compliqué, quoi. Et puis il y a l'enjeu de l'équipe, c'est-à-dire à un moment donné, les sociétés de gestion, elles sont vouées à relever des fonds, et donc
forcément, les décisions, elles sont pas tout à fait les mêmes quand on est au début de la période d'investissement, qu'on a tout le temps de faire de la performance, puis quand on est plutôt à la fin de la vie du fonds, où on n'a pas fait de sortie, ou celles qu'on a faites, elles sont pas terribles, et donc on a beaucoup de pression sur le fait de sortir de la perf pour pouvoir espérer relever un fonds. Donc, c'est un peu des exemples de situations où finalement, pas totalement indépendamment de l'entreprise financée, mais quand même, la position de la personne en charge de la ligne dans la société et dans le fond a sa capacité à convaincre ou à rassurer a un impact fort sur la décision de l'investissement derrière. Donc voilà, donc du coup j'avais mis plein de cerveaux, je crois, rouges. Ouais, 2. Et en fait, pour être honnête, je me demande si dans cette slide, comme la slide d'avant, en fait, c'est presque... J'ai mis 50% parce que comme ça, on pourra débattre après ensemble si c'est le cœur ou si c'est le cerveau, mais je me demande si c'est pas presque 80% la partie en bas de la slide, quoi, en réalité. Donc pour conclure rapidement, ce qu'on dit souvent, c'est que l'investissement, c'est un métier d'expérience. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à part que quand on voit plein de cas, finalement, on finit par apprendre que dans telle situation, il faut faire ci ou il faut faire ça. Puis quand on voit plein d'équipes, plein de profils de gens, ben, on se dit que ce type de profil de manager ou de fondateur, ça fonctionne mieux que tel autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre métier, c'est de se forger une conviction sur une équipe et sur sa capacité à délivrer un plan, et de créer un vrai lien de confiance, puisqu'en fait, on a assez peu de choses à acheter au démarrage des entreprises. Donc voilà. On fait quelques paris, des fois à oser, et on espère les faire en sachant sur quoi on parie et quel type de risque on prend. Des fois, on a quand même des surprises. Et évidemment, on se trompe. C'est pour ça que malheureusement, il y a des échecs, plus ou moins cuisants. Je pense qu'un des meilleurs moyens de ne pas être trop dans l'affect et dans l'intuition, c'est quand même de se faire challenger par les autres membres de l'équipe qui sont plus en recul, qui sont plus en retrait par rapport au dossier et qui peuvent nous aider à être plus clairvoyants sur des sujets qu'on aurait peut-être tendance à pas voir, ne plus voir ou même vouloir même occulter. Donc c'est une autre façon de rationaliser. Et puis je reste convaincue que tous les investisseurs ne peuvent pas travailler avec tous les entrepreneurs. Et donc il y a des gens avec qui vous aurez beau faire toutes les due diligence que vous voulez, vous n'avez pas envie de travailler parce que voilà quoi. Et donc quand on investit en général, on reste dans les boards entre 4 et beaucoup plus dans, il faut être conscient de ça et donc être capable de travailler et d'apporter des choses à l'équipe avec qui on travaille, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc je pense que je ne suis pas capable d'investir sur toutes les équipes et qu'il y a des équipes qui sont incapables de travailler avec moi et c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Donc je suis pas sûre d'avoir répondu complètement à la question, quoique. Donc je vais peut-être vous laisser me poser vos questions. Merci Catherine. Alors moi, j'en ai peut-être une pour démarrer, Catherine. Est-ce que, avec ce sujet justement cœur ou cerveau, est-ce qu'il y a des regrets parfois? Alors oui, le pire c'est ça, c'est-à-dire d'avoir des regrets. Donc il y a des regrets, pas tant que ça, hein, mais quand même, c'est surtout parce que on a raté des deals. Alors ce qui est assez récent pour moi, je vous l'accorde, et c'est assez désagréable, c'est-à-dire que normalement, investisseurs en santé, en amorçage, on est assez tranquille. Il n'y a pas une compétition féroce sur les deals. Et d'ailleurs, on a pris des mauvaises habitudes à cause de ça. Investisseurs en digital, en amorçage, c'est déjà plus compliqué. Et puis après, plus on va vers le late, et plus c'est compliqué. Et là, depuis 2-3 ans, la compétition, il y a de plus en plus d'argent, de plus en plus de fonds. Alors c'est bien, mais il y a aussi du coup de la compétition sur les deals. Et donc, on a raté 1 ou 2 deals là récemment. C'est très désagréable. Donc ça m'agace beaucoup. Mais après, des regrets, des fois, on regrette d'avoir fait. J'aurais pas dû. Et je pense que l'autopsie du deal qui a mal fonctionné, ça c'est important de la faire. Hein. C'est-à-dire à quel moment j'aurais dû faire autrement. Alors
c'est pas seulement la décision d'investissement en général, hein, c'est aussi toute la vie derrière qui suit et surtout à quel moment on aurait pu réorienter, repositionner, tirer la sonnette d'alarme, éventuellement réaménager la gouvernance pour dire ça gentiment. Voilà, donc ouais, il y en a toujours un peu des regrets. Une question. Catherine. Axel, tu as une question, tu peux mettre ta caméra et unmute pour le coup pour pouvoir poser ta Alors, est-ce que question. vous m'entendez? Oui. Ouais. Je suis avec mon téléphone, mais c'est pas ça va super bien rendre. Bonjour. Bonjour. J'avais une question, c'est pour voir. Alors, je suis Axel Pisser, cofondateur et CEO de Viticare. J'ai échangé avec Baudouin. Et c'était pour savoir, quand on n'a pas de réponse forcément sur un premier, deuxième mail, alors est-ce qu'il faut avoir une introduction? Alors, si on ne vous a pas répondu, d'abord, je vous prie de nous excuser. On va s'occuper de ça demain. Alors, c'est toujours... Enfin, je vous ai donné les chiffres. Hein, donc, 2200 dossiers. Aujourd'hui, on est 8, mais quand même, c'est énormément de dossiers. Hein. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, votre dossier il remonte sur le haut de la pile. Donc, quand vous êtes prescrit, recommandé, introduit par quelqu'un, si tant est que c'est quelqu'un en qui on a confiance et qu'on aime bien, évidemment, ça aide. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Après, c'est pas forcément bien qu'on ne vous ait pas répondu. Donc je vais voir ça. Merci Catherine. Karine, dans la file, tu étais la deuxième à lever la main. Oui, alors en fait, Catherine a presque répondu à ma question. Là, tu as surtout traité cœur ou cerveau au moment de l'investissement et l'importance des décisions collégiales de l'équipe. Et en fait, moi, je voulais que tu nous parles de la partie cœur et cerveau, du suivi de l'investissement et de la façon dont l'équipe est toujours impliquée, de quelle manière on échange avec l'équipe, puisqu'on sait bien qu'on est un ou deux à suivre un dossier, et de quelle manière ça peut dériver. Alors, je ne dis pas particulièrement chez toi, hein, mais de quelle manière ça peut dériver si on n'est pas toujours en contact avec les autres membres de l'équipe. Dans l'équipe d'investissement, tu veux dire? Ouais, dans l'équipe ouais. du fonds. Non, c'est très vrai, c'est-à-dire que c'est bizarre, hein, investisseur, c'est un métier bizarre, hein, parce qu'on est quand même relativement seul à suivre les sujets et à aller au board et à prendre les éventuels problèmes ou bonnes nouvelles, voilà. Donc c'est important d'essayer de partager et les hauts et les bas avec l'équipe, parce que le moment où il faut prendre une décision, s'il faut refaire tout l'historique, c'est compliqué. Donc ouais, c'est clairement ce qu'on essaie nous de faire de plus en plus, même si on a une difficulté particulière chez Carista, mais qui est peut-être pareil dans les autres fonds, je ne sais pas, c'est qu'on a maintenant des pôles sectoriels avec des équipes. Alors avant, j'étais toute seule, donc j'étais tranquille, mais maintenant, on est nombreux, donc il faut partager déjà au sein de l'équipe santé. Et ensuite, on a une équipe qui s'occupe du digital, une équipe qui s'occupe du space. Et donc, quand on parle des sujets, que ce soit en primo-investissement ou en suivi de ligne, avec nos collègues qui ne sont pas forcément sur la santé, et inversement, hein, d'ailleurs, je reconnais bien humblement que tous les trucs de cybersécurité, ça ne me passionne pas forcément. Et ben, on a forcément un peu un manque de motivation par moment, mais pour autant, il faut quand même le faire. Et il faut le faire régulièrement, et il faut aussi partager les questions que peuvent avoir les différents directeurs ou chargés d'invest, parce qu'en fait, nous, on a vu, nous, les vieux, là, on a vu plein de cas, et on a quelques réflexes quand même si c'est dans d'autres secteurs, et ça peut servir, quoi. Donc, c'est assez important. Après, l'arbitrage sur les refinancements, c'est toujours un peu compliqué quand même. Hein. Bon, moi, je fais que des bons deals, donc j'ai pas de problème, mais c'est surtout mes collègues, forcément. Non, mais bien sûr. Je sais. C'est bien de le dire, Catherine. Je précise quand même. Philippe. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Donc, bonjour Catherine, Philippe Zuania, ancien directeur associé du groupe Sofimac. J'avais 3 questions à vous poser. Oh. On n'entend pas trop, Philippe. Hein. Mais je suis à fond, là. Vous m'entendez, là? Ouais, moi, je vous entends. D'accord. Ouais, ça va. Et donc, je me rapproche, là.
La première question, qui est un peu indiscrète, c'est quel est le TRI de la société dans le domaine de la santé? Votre TRI. Oui, c'est vrai que c'est assez indiscret, ouais. Voilà, Je vous alors c'est confirme. pas le vôtre à vous, c'est celui de la société. La deuxième question, En plus, on ne parle pas trop en TRI, nous, on n'aime pas. On fait du CID, alors on préfère les multiples. vous n'êtes pas jugé sur votre TRI, alors. Bah, on est toujours jugé sur son TRI, mais c'est vrai qu'en CID, Bon, j'espère que vous allez répondre à ma deuxième question. on préfère vraiment les multiples. C'est, est-ce que vous constatez une évolution dans la préparation des dossiers par les porteurs de projets? Vous, dans le deal flow que vous traitez? Oui, enfin, si on fait l'historique sur... malheureusement, je vais avoir bientôt 20 ans d'expérience sur le sujet. Pas encore, mais pas loin. Il y a une vraie différence. Alors, préparation des dossiers, vous voulez dire la présentation Oui. et le PowerPoint, ou vous voulez dire la data room? Ouais, non, je ne parle pas de la data room, pas encore. Mais quand quelqu'un vient se présenter à vous pour la première fois, il y a quelques années, on constatait une certaine impréparation de la part des porteurs de projets ou des candidats. Et est-ce que maintenant, on constate une meilleure préparation des dossiers qui vous sont présentés? Moi, je pense que oui. Meilleure préparation des dossiers, un peu plus... une standardisation aussi, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas un espèce de vieux deck moisi qui vient, tout le monde a à peu près répondu à peu près toutes les questions. Bon, après, il y a des différences, évidemment, il y en a qui font ça mieux que d'autres, voilà, mais il y a une certaine standardisation. Les équipes aussi, on a beaucoup moins les équipes, le postdoc qui représente le PUPH, qui n'a pas daigné se déplacer pour Ouais. faire financer son projet, ça existe quasiment plus, ça, enfin même quasi plus, ça n'existe plus. Donc on a souvent des équipes où on a une composante technique, scientifique et une composante business. Des fois c'est le comptable, donc on est après, c'est pas parce que tu es comptable que tu es business, mais bon bref. Mais globalement quand même, je pense que ça a bien évolué. Ou alors, on est devenu super fort en screening de deal flow et on voit plus cela. C'est Ce qui est possible aussi. Alors la troisième et dernière question, c'est est-ce que vous constatez davantage de candidatures portées par des filles? Par des filles? Oui. En fait, c'est... J'interviens dans des incubateurs et dans des SAT actuellement, et le nombre d'entreprises développées par les filles sont peu nombreux, quoi. Ouais. Ben, je pense qu'avant, on comptait pas, donc comme ça, on n'a pas de référence. Maintenant qu'on regarde un peu plus, il y en a peu, encore peu. Après, il y a quand même des équipes, pas forcément les CEO sont pas forcément des femmes, mais dans l'équipe de dirigeants ou de fondateurs, il y a des femmes. Donc ça, c'est quand même la grande majorité. Après, des femmes CEO, ouais, il y en a beaucoup moins. On a des stats sur ça que je n'ai pas là ce soir, hein, parce que je n'anticipais pas la question, mais on a des stats sur ça qui sont assez flagrantes. Ouais. D'accord. Et vous les saquez pareil que les mecs? Mais moi, plus, forcément. Non, je pense pas qu'on les saque pareil. Je pense pas qu'on les saque pareil. Je pense pas qu'on... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir le fameux biais cognitif dont tout le monde parle sur les managements féminins, mais peut-être que si, hein, on ne sait pas. Mais en fait, c'est qu'il y en a beaucoup moins, quoi. Donc, comme il y a beaucoup d'écrémage, forcément, on a moins d'investissement à la fin. D'accord. Ben, merci de m'avoir éclairé, Catherine. Et je vous en prie, Philippe. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Pascal, je t'en prie. Catherine, j'ai deux questions. Premièrement, il y a beaucoup de fonds d'investissement. Est-ce qu'il y a vraiment des fonds différents, enfin, avec des valeurs différentes? Et du coup, en tant que cliente, comment je choisis mon fonds d'investissement, vers qui je vais aller? Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a des valeurs, en tout cas, au moins des façons d'aborder les sujets qui sont différents. Comment tu choisis ton fonds? Ça, c'est une excellente question. C'est là où, normalement, les gens qui accompagnent, qui connaissent un peu les fonds, alors ça peut être des accélérateurs, ça peut être des
des consultants, ça peut être des leveurs de fonds, sont censés aiguiller. Mais je pense qu'il y a des vraies différences, bon, évidemment thématiques, c'est-à-dire quand un fonds fait de la santé depuis beaucoup d'années ou quand un fonds fait du digital, c'est vraiment pas les mêmes équipes d'investissement et c'est pas les mêmes façons d'investir, vraiment pas. Après, il y a la réputation, hein. Donc évidemment le réseau, le fait de se faire, de qualifier finalement l'investisseur qu'on va rencontrer avant, je pense que ça c'est pour répondre à... Je pense à Philippe, il y a pas mal de dirigeants maintenant qui viennent et qui se sont renseignés, alors qu'avant, c'était un peu moins le cas, sur l'investisseur qu'ils vont voir. Et il y en a même, ça nous est arrivé la semaine dernière, ils nous demandent des références. Donc, ils nous demandent s'ils peuvent appeler notre CEO. C'est hyper marrant. Donc, bon. Mais d'une certaine manière, c'est pas mal. Enfin, c'est pas illogique en fait, j'arrête pas de dire qu'on va travailler ensemble et que tout est basé sur la confiance. Donc, on prenne quelques références les uns sur les autres, c'est pas anormal. Donc, c'est là où le fait d'être un peu introduit dans l'écosystème, d'avoir rencontré les gens et d'avoir entendu. Alors, faut pas entendre qu'un seul son de cloche parce que il suffit de tomber sur celui qu'on a saqué et voilà. Mais c'est important, quoi. Okay, et oui, merci. je pense qu'il y a des vraies valeurs différentes, la façon dont on essaie de comprendre les sujets, de rentrer dans le détail du projet, de sa science ou de sa technique. Et puis le lien avec le respect ou pas qu'on peut avoir avec les dirigeants. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui travaillent pas comme nous. Ouais. Merci. Je ne donnerai pas de nom avant que tu me poses la question. Catherine, justement, pour le coup, tu tends une perche. Quelles sont tes valeurs? L'argent. Non, pardon. Alors donc, non, je plaisantais. Non, mais en fait, moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est le fait de rencontrer des gens différents, de voir des projets nouveaux et des gens qui sont tous brillants, quoi. Et dans la position que j'occupe, ils sont obligés de passer un peu de temps à m'expliquer ce qu'ils font pour que j'ai l'impression que je comprends. Et donc, que je prenne la décision de les accompagner. Donc, ça, c'est unique, quoi, comme situation. Et puis après, sans les entrepreneurs qui se lancent dans cette aventure folle, tu sais de quoi je parle, Julie, qui est d'être à la tête d'une start-up de santé. On n'a pas de boulot, nous, investisseurs. Donc, j'ai énormément de respect pour ces gens-là, même s'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont pas mal de défauts. Donc, commencer par de l'ego, mais en même temps, si on n'en a pas, je pense qu'on ne fait pas ça, quoi. Enfin, on ne fait pas ce métier, quoi. Donc voilà, et nous, on est... en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis consciente que sans eux, j'ai pas de travail et que je suis que un maillon de la chaîne qui leur permettra peut-être, à un moment donné, d'avoir du succès, de mettre un produit sur le marché et pourquoi pas de sauver des vies. Et j'essaye, et je pense que notre équipe, on fait tout ça, de contribuer autant qu'on peut le long du chemin, sur toutes les étapes du financement, mais pas que, pour qu'ils arrivent à ce fameux succès, quoi. Merci Catherine. Sharzad, tu voulais reprendre la parole. Oui, Catherine, j'ai une question. Tu as dit que tu allais bientôt fêter tes 20 ans chez Carista. Comment tu as rencontré du coup ton équipe? Comment tu es rentrée chez Carista et qu'est-ce qui a fait que tu vas fêter tes 20 ans? Alors, je ne vais pas fêter mes 20 ans, on va fêter les 20 ans de Carista, mais pas encore les miens. Mais c'est une bonne idée, ceci dit, je l'avais pas encore. C'est presque pareil. Alors, comment j'ai rencontré Carista, qui s'appelait pas Carista à l'époque, qui s'appelait Cap Décisif. En fait, je travaillais dans un incubateur à l'époque, parisien, dans le sud de Paris, et j'accompagnais un médecin, notamment un médecin qui s'appelait Pierre-Henri Benamou, et qui cherchait des fonds. Et donc, j'ai pris la liste des fonds à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je parle du début des années 2000. Et donc, on est allé voir Cap Décisif pour essayer de lever un tour de seed. Et je suis sûre que Karine se rappelle de ça parce qu'on s'est rencontrés pas très longtemps après. Et donc, en présentant des BV technologie Pierre-Henri Benamou à Cap Décisif a décidé d'investir dans des BV. Et ils avaient besoin de quelqu'un en santé. Ils recevaient beaucoup de dossiers et ils ne connaissaient rien du tout. Ils étaient 2 à l'époque. Donc, je les ai rejoints sur la partie santé, biotech.
Ça s'est fait comme ça. Merci. Pascal, dernière question avant qu'on libère tout le monde. Alors, ma dernière question va ouvrir le débat. Non, mais la façon de travailler en France avec les fonds d'investissement, c'est la même chose dans les autres pays européens et plus loin dans le monde, ou c'est très particulier, la façon qu'on a travaillé en France? C'est une bonne question. Je pense que... alors, ça dépend, tu parles de... Alors, il y a deux choses. Il y a la façon dont on étudie les dossiers. Je pense que ça, c'est quand même relativement partout pareil. Je pense que la différence, c'est quand on est une petite équipe ou une grosse équipe. C'est-à-dire que Sophie Nova, ils ont des analystes, ils sont pleins, voilà. Donc, ils ne regardent pas forcément les dossiers de la même façon que nous. Ils ont probablement une approche plus systématique et plus globale que nous, on l'a. Je prends Sophie Nova au hasard, hein. Je parle des gros fonds finalement. Et peut-être c'est le cas aussi aux États-Unis, puisqu'il y a pas mal de fonds qui sont avec des grosses équipes. En revanche, sur la syndication, donc, qui est aussi une grosse partie de notre travail, c'est-à-dire de fédérer autour d'un projet un tour de table d'investisseurs cohérents, qui partagent la vision de l'investissement, enfin, la même vision autour de l'investissement, et si possible, qu'il n'y ait pas trop d'intérêts désalignés, si possible. Je pense que c'est assez particulier en France et en Europe parce qu'on est assez peu nombreux encore. Je parle de la santé. Et du coup, c'est un petit monde où tout le monde se connaît et où on se passe les dossiers, etc. Je pense que sur un marché américain, c'est probablement assez différent. Nord-américain même, je dirais, incluant le Canada. Merci beaucoup. Merci Catherine. Ponctualité, c'est très impressionnant, Catherine. Il est 20h. Merci à tous. Merci Catherine surtout. Merci à vous. Merci Catherine. Très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci À la beaucoup. prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Catherine.